Vous avez forcément déjà entendu parler de sucre lent et de sucre rapide. Durant des années, et aujourd'hui encore, on a utilisé à tort ces expressions. Et ouais, on nous a appris à tous des bêtises. Les études scientifiques de ces dernières années nous ont montré que ce concept était complètement erroné. Stop! On arrête définitivement de parler de sucre simple et rapide. Aujourd'hui, il est de bon goût de parler d'index glycémique. Alors tout de suite, le terme fait un peu plus peur. Mais rassurez-vous, je ne vous lâche pas et on décrypte ça dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Damien, je suis coach santé et depuis 2017, j'aide les personnes comme vous à améliorer leur santé ou perdre du poids grâce à l'alimentation paléo. Merci de regarder cette vidéo et de soutenir la chaîne en vous abonnant et en matraquant le pouce en l'air qui est juste en dessous. En plus de me faire énormément plaisir, ça aide la chaîne à grandir et me permet de vous proposer toujours plus de contenu pertinent pour vous. Merci encore de faire partie de cette aventure. C'est parti! Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que toutes les sources de glucides apportaient la même quantité de glucose dans le sang et que seul changeait le temps d'absorption de ces dits sucres. D'où le terme sucre lent et sucre rapide. On pensait ça car en zoomant sur les molécules de sucre, on pouvait voir deux catégories. Les simples d'un côté, comme le fructose ou le glucose, et de l'autre, les sucres complexes comme le saccharose ou le lactose. Les sucres complexes étaient composés d'une plus ou moins grande chaîne de molécules que notre organisme doit découper petit bout par petit bout pour les transformer en sucre simple. C'est ça qui a donné l'idée de sucre lent et sucre rapide. Les sucres simples étaient assimilables et les sucres lents devaient d'abord être traités pour être assimilés. On a tous en tête l'image du sportif qui mange un plat de pâtes avant une compétition pour avoir une réserve de sucre pendant des heures. Ainsi, on a longtemps cru que 1 gramme de pâtes mettait plus longtemps à passer dans le sang qu'un gramme de sucre blanc par exemple. Et que la glycémie c'était juste une histoire d'étalement dans le temps. C'est une image bien différente aujourd'hui car les découvertes des 30 dernières années ont démontré que le sucre ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. Bon, déjà la glycémie c'est quoi? La glycémie c'est la quantité de sucre ou plus exactement de glucose dans le sang. À jeun, on est normalement à 1 g de glucose par litre de sang. Quand vous mangez des glucides, ils vont se transformer en glucose lors de la digestion. Et ce glucose va augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Le corps cherche en permanence son point d'équilibre. Pour équilibrer la glycémie, à moins d'être en plein marathon et d'avoir un besoin énorme en énergie, l'organisme va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Celle-ci va mettre tout un processus en marche pour éliminer le surplus de glucose. Enfin, éliminer. Toute cette énergie, l'organisme va plutôt la mettre de côté, au cas où, on ne sait jamais. Pour ça, il va la stocker sous forme de cellules adipeuses. Voilà comment arrivent les bourrelets devant les abdos. Donc, il a fallu trouver un autre moyen de classer les sucres différemment, ou plutôt de classer les aliments selon leur impact sur notre glycémie. Voilà comment est né l'index ou l'indice glycémique des aliments. C'est une valeur qui détermine si un aliment donné va augmenter fortement ou non la glycémie. En fonction du chiffre, vous pourrez connaître l'impact de tel ou tel aliment sur votre glycémie. Nos chères blouses blanches qui ont découvert tout ça ont décidé arbitrairement que le sucre blanc, le plus simple, aurait un index de 100. C'est comme ça, c'est eux qui ont choisi, ils auraient pu prendre 1000 ou 42, ils ont pris 100. Donc, cette échelle, 0, pas de glucides, 100, c'est du pur sucre blanc. Ils ont ensuite découpé l'échelle en 3 grandes familles. Échelle qui n'est pas tout à fait officielle et qui varie selon les sources. Mais en gros, en dessous de 40, c'est un indice faible. On trouve dans cette catégorie la plupart des fruits, les légumes verts, les légumes secs, le chocolat noir, la viande ou les oléagineux. Ensuite, entre 40 et 70, c'est l'indice moyen. Ici, on retrouve les produits à base de céréales complètes, la banane, la patate douce, l'ananas ou encore le miel. Et au-delà de 70, c'est un indice élevé. Là, on retrouve principalement des produits transformés comme les pizzas, les barres de céréales, les biscottes ou le pain ou encore la pomme de terre. Étrangement, tous les produits qui sont réputés pour faire grossir. Mais si tout était parfait, ce serait trop beau. Et cet index ne prend pas en compte un élément essentiel.
Et oui, il part du principe que tous ces aliments sont en quantité équivalente. L'index est basé sur un poids donné et pas sur une quantité réellement consommée au cours d'un repas. En prenant en compte la portion moyenne consommée d'un aliment et l'index glycémique, on obtient un dernier indice bien moins connu et pourtant ô combien utile. L'indice de charge glycémique. Il est intéressant car plus réaliste. Par exemple, le miel peut avoir un indice glycémique jusqu'à 70. On serait tenté de le supprimer dans un objectif de perte de poids. Mais sur une simple petite cuillère en guise de sucrant dans une tasse de thé, la charge glycémique est faible à cause de la petite quantité. D'où l'importance de prendre en compte aussi la quantité d'aliments consommés et de toujours savoir s'adapter. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans toutes ces notions de glycémie et ses impacts sur notre organisme. Si vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager ou à diffuser cette vidéo sur vos réseaux. On se dit à la prochaine, ciao ciao.